Les gens ne savent pas gérer leur argent et les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Quand tu fais l'analyse de leur budget, tu te rends compte qu'en réalité, ils peuvent. C'est juste qu'ils n'ont pas pris la décision. Je dis toujours, tu gagnes 100 000, mets 100 francs de côté. Mets 1000 francs, mets 500 francs. Commence. Tu vas voir. Tu fais de l'éducation financière. Oui, beaucoup. Oui. Quels sont les principaux problèmes que tu as constatés chez les gens avec l'argent au fil des années? Au fil des années, les gens ne savent pas gérer leur argent et les gens vivent au-dessus de leurs moyens, surtout. Beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire que je gagne de l'argent, je sais le dépenser, mais je ne sais pas dans quoi je le dépense. Ça reste très théorique de se dire, oui, je vais dépenser, j'ai mon loyer, j'ai la facture d'eau, la facture d'électricité. Tu leur demandes, OK, ton marché coûte combien? On va te donner des chiffres approximatifs ou des chiffres globaux, 80 000, supermarché, 100 000, telle chose. Mais en réalité, peut-être qu'en réalité, ton marché, là, il coûte 48 000, qui n'est pas 50 000. Les gens ne savent pas gérer leur argent. Et surtout, les gens ne savent pas épargner. Je crois que c'est ça qui me fatigue le plus. Donc, tout ce que je vois, c'est « Oui, mais mon argent, c'est même pas beaucoup, je n'arrive pas à épargner. » Et puis, quand tu fais l'analyse, finalement, de leur budget, donc revenus versus dépenses, tu te rends compte qu'en réalité, ils peuvent. C'est juste qu'ils n'ont pas pris la décision. Tu vois? C'est juste qu'ils n'ont pas pris la décision. On dit « Mais... » Ou alors j'entends, ça c'est quand tu as l'argent que tu fais des choses comme ça, là, que bon, j'attends d'avoir une grosse somme pour commencer. Like, non. Moi je dis toujours, tu gagnes 100 000, mets 100 francs de côté, tu vas voir. La seule chose que je te demande, ne mets pas les 100 000 sur ton matelas. C'est la seule chose. Sinon, tu mets 100 000 francs de côté, enfin tu gagnes 100 000, mets 1000 francs, mets 500 francs. Commence avec un petit montant. Quand tu vas voir ton montant évoluer chaque année, tu vas éprouver une sorte de fierté qui va faire que tu vas rentrer toi-même dans une espèce de cercle vertueux. Parce que tu t'es payé en premier. Et c'est ça le principe de l'épargne. On se paye toujours en premier. Je reçois mon argent. Avant de payer mon loyer, je me paye moi. Et moi, c'est mon épargne. Après, c'est un autre sujet de savoir comment on diversifie son épargne. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont nous dire « Oui, mais on épargne, vaut mieux investir. » J'adore cette phrase qui dit « Mais attention, même quand tu épargnes et que tu déposes sur un compte d'épargne classique, rémunéré à 3,5%, c'est de l'investissement à 3,5%. Tout à fait. Mais les gens ne le savent pas. Si. Ah non, tu as une culture financière. Mais je te confirme que nous qui faisons l'apéro cash tous les mois, je te confirme que les gens ne le savent pas. Tu as des conversations où on te dit oui, mais il faut investir en bourse ou bien dans une entreprise. Je dis bon, on va déjà corriger les termes. Ce n'est pas tout à fait ça. Voilà comment ça fonctionne. Voici les différents types de produits qui existent sur les marchés. Voici les véhicules d'investissement. On va en parler. Bon côté, mauvais côté, ainsi de suite. Tu vois. On va en parler. Je voulais d'abord qu'on parle un peu de la partie sur les habitudes que les gens ont. Et, donc toi, tu dis, ils ne savent pas gérer l'argent, on en a parlé. Et puis tu dis qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ça veut dire quoi, ça? Vivre au-dessus de ses moyens, mais moi je dis on ne dépense que l'argent qu'on a. Hein. Déjà, première règle. On n'investit pas ce qu'on n'a pas. Donc, deuxième règle, ça veut dire quelque part qu'il faut d'abord travailler pour gagner de l'argent. Première valeur. Une fois que tu as gagné de l'argent, tu ne peux pas juste vivre. Si tu ne sais pas toi-même combien tu dépenses par mois, explique-moi comment tu vas épargner. Donc tu vis, et puis après tu finis par vivre à crédit. C'est toujours toi qui es en train de demander de l'argent à gauche, à droite, parce que tu vas dire que ça ne suffit pas. Ou alors, tu es encore la personne qui vit sur les avances sur salaire en disant non, mais ça ne suffisait pas. Non. Pourquoi tu as besoin de vivre sur des avances sur salaire? Si tu estimes que tu gagnes 200 000 francs par mois, que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, analysons ensemble tes charges. Quel est le montant de ton loyer? Où est-ce que tu vis? Si tu te rends compte que tu as besoin de vivre très loin, parce que ça te permet d'économiser et donc d'épargner, puisqu'il y a quand même une petite nuance entre les deux, et que quand tu vas rajouter tes frais de transport à ce montant, à ce loyer dans une zone qui est très éloignée, te permet d'économiser, mais fais-le de façon provisoire. Avant d'atteindre, tu vois, un certain niveau, pour changer ou déménager. Donc, en réalité, c'est parce que les gens ne font pas l'exercice du budget familial, donc l'élaboration de leur budget. Et cet exercice-là, tu n'y arrives qu'en notant toutes tes dépenses pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour établir une bonne moyenne. Et ensuite, tu dois pouvoir mensualiser tes dépenses. Je paye l'électricité tous les 2 mois en Côte d'Ivoire, je paye l'eau tous les 3 mois. Bah, si ton eau coûte 9 000, bah, c'est 3 000 francs par mois que tu mets de côté. De sorte que le 3e mois, tu n'auras pas, si tu veux, l'effort sera moindre, parce que le mois en question du paiement de la facture, tu n'auras que tes 3 000 à sortir. C'est un peu ça. Et ces règles basiques, les gens ne les appliquent pas? Pas forcément, malheureusement. Et on le voit beaucoup. Même chez les personnes éduquées? Ah non, les personnes éduquées financièrement. Éduquées pas financièrement, éduquées, qui ont fait des diplômes, qui ont des diplômes. Ah oui, bien sûr, non, parce que l'éducation financière, elle s'acquiert.
Quoi qu'on dise. Parce que combien de fois on a eu des déconvenus, combien de fois on a vu des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent à un moment donné et qui finalement, des années plus tard, vivent, tu sais, de façon, allez, comme on dit dans des maisons désuètes, vivent de façon très bizarre. C'est dû à quoi ça? Ben, c'est l'éducation financière. Ils n'ont pas su préparer leur retraite. Ils n'ont pas su préparer l'après, ils n'ont pas su préparer les coups durs. C'est pour ça qu'on te parle de diversifier ton épargne et d'avoir des différents types d'épargne. Ton épargne de sécurité, ton épargne pour les coups durs, ton épargne pour telle ou telle chose, pour tel ou tel type de projet. Mais si tu n'as pas suffisamment préparé ça, ben tu te retrouves à la fin de la vie, tu as fait les mauvais investissements, les mauvais choix, enfin. Et puis tu te retrouves, tu vois, très tard, et puis tu as moins d'argent qu'avant, ou bien tu as du mal à joindre les deux bouts. Quelles sont les différentes épargnes à peu près que tu recommandes aux gens? Écoute, moi je pense qu'en fonction de son âge... Le top 3 peut-être. Ah oui, quoi que oui, tu as une logique, vas-y. Non, tu sais, en fonction de son âge, tu ne dois pas investir de la même façon. D'accord? Ton épargne, c'est la base. Parce que, comme je dis, on n'investit que ce qu'on a. D'accord? Donc, tu as suffisamment épargné pour te dire, je vais diversifier mes investissements. Et encore une fois, comme j'ai dit, épargner dans un compte d'épargne classique, c'est investir à un taux à 3,5. Donc, tu vas avoir des fonds communs de placement. Et sur le marché dans notre région, ici, tu en as 3, très souvent, qui sont proposés. Qu'on soit SICAV, FCP, c'est exactement la même chose, hein, à part le volet juridique, où tu vas avoir des comptes uniquement obligations par rapport à ton profil de risque, puisqu'il y a 3 types de profils de risque qu'on a tendance à définir. Le profil, tu sais, prudent, modéré, ou alors les gens qui sont beaucoup plus fonceurs. Donc si toi, tu as un profil prudent, tu auras tendance à vouloir investir dans des obligations où là, tu vas avoir un taux moyen entre 5,5 6%. Si tu as un profil de risque modéré et en fonction de l'âge à partir duquel tu commences à investir ou épargner, tu auras tendance à prendre, par exemple, des fonds communs de placement diversifiés, où là, tu as une partie du fonds qui est composée d'obligations et d'actions. Et si tu es très jeune et que tu commences tôt et que tu penses investissement sur la durée, on aura tendance à te recommander, par exemple, des fonds communs de placement, tu sais, plutôt en actions. Oui. Tu vois, parce qu'une action, comme on dit, c'est vrai que l'action peut fluctuer, mais tu ne perds jamais tant que tu n'as pas vendu. Oui. Tu vois, donc, et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans les fameux 10 commandements de l'épargne que j'ai écrit en disant il faut maîtriser ses émotions quand on est en train d'épargner. Tu vois, donc, mais après, tout dépend de l'âge à partir duquel tu commences, comme je le disais tantôt. Et surtout, il faut pas confondre capacité et volonté. Parce que je peux avoir la capacité financière d'épargner ou de réaliser un certain nombre d'investissements, mais j'ai aucune volonté pour le faire. Et j'ai aucune envie. Parce que j'estime que moi, j'y crois pas. Je ne crois qu'en la terre, je ne crois qu'en l'immobilier. Mais je dis encore une fois, oui, l'immobilier est un excellent investissement. Ça dépend des régions. Parce qu'en général, tu vas avoir ton investissement prendre de la valeur au fil des ans. Mais pour sortir de ça, c'est plus long. Mais pourquoi tu sortirais d'un investissement? Mais parce que tu n'es pas à l'abri d'un gros problème qui t'arrive. Et au moment où tu es prêt à vendre soit le terrain, soit la maison que tu as construite, tout de suite ce qu'on dit c'est oui, mais tu risques même de le vendre, tu sais, à vil prix. Mais encore faut-il trouver l'acheteur. Ça, c'est déjà la première chose. Tu peux ne même pas trouver l'acheteur immédiatement. Et la moyenne, très souvent, on te dit, tu peux aller jusqu'à 18 mois avant de sortir, tu sais, d'un investissement immobilier. Donc tu vois que dans ce cas, moi je recommande toujours, j'aime beaucoup les FCP parce que je trouve qu'ils ont une espèce de flexibilité. Tu peux définir pour les FCP? C'est un fonds commun de placement. Ouais. Voilà, c'est du fonds commun de placement, c'est un petit peu, j'aime bien prendre l'exemple, c'est la version de Tontine, mais gérée par des professionnels et qui vous rapporte de l'argent. J'aime bien ce type d'investissement-là parce que je trouve que c'est flexible. Tu peux, en fonction de ton profil de risque, définir les éléments sur lesquels tu pars, en fonction aussi de ton objectif. Parce que tu peux venir voir et dire, moi, j'aimerais bien avoir 50 millions dans 10 ans, j'aimerais bien avoir 100 millions dans telle année, tel nombre d'années. Et puis, on va te dire, voilà ce qu'il faut que tu puisses, par rapport à ton âge, voilà le nombre, voilà le montant, mensuel qu'il faut que tu puisses mettre tous les mois. Et après, il y aura le principe des intérêts composés. Donc, top one, moi, je trouve que les FCP sont pas mal, parce qu'ils sont mieux rémunérés en fonction des FCP. Mais ils sont déjà mieux rémunérés, ils sont défiscalisés en plus. Enfin, ils ont des taux d'intérêt défiscalisés. On est sur quel taux, à peu près, en Côte d'Ivoire? Écoute, sur les obligations, on va être entre 5 et 6. C'est combien d'années? On te parle d'un taux... on te recommande quand même 3 ans, tu vois. Mais après, tu peux avoir des FCP qui performent comme on dit, de malade.
Tu peux faire un investissement que sur 1 an, sur 2 ans, enfin, tu vois. Okay. Sur les fonds communs de placement diversifiés, moi, j'ai vu des retours, même souvent, qui ont performé jusqu'à 28%, tu vois. Mais tu as toujours la même durée de vie conseillée, qui va être forcément un peu plus longue. Et puis, bon, après, les actions, bon, ça, on ne peut pas te donner d'exemple de taux, parce que tu as des... forcément, ça... Tu vois. Ouais. Mais après, on est sur quand même des marchés, on n'est pas sur le CAC 40 ici, ni Nasdaq, enfin, on n'est pas sur ces marchés-là. On est sur des marchés quand même qui sont plus ou moins stables. Donc, ton risque de perte sèche est quand même un peu plus minimisé quand même.